Maîtriser sa consommation d'énergie, réduire son impact carbone ou moins polluer lors de ses déplacements professionnels? Les enjeux énergétiques sont nombreux pour les entreprises et ce n'est pas toujours facile de mettre en œuvre la bonne solution. Pôle Énergie accompagne depuis plus de 10 ans les TPE-PME, grands groupes, collectivités ou encore associations du territoire des Hauts-de-France. Ainsi, nous favorisons l'attractivité des Hauts-de-France, soutenons offre et demande entre les acteurs et catalysons l'innovation. Pôle Énergie, c'est un ensemble de 6 expertises. Mobilité bas carbone, sobriété et efficacité énergétique, réseau et intelligence territoriale, décarbonation, hydrogène, biométhane et nouveaux gaz bas carbone, énergie renouvelable électrique et thermique. Comment agissons-nous à vos côtés? Notre équipe d'experts vous accompagne à travers des plans d'action concrets. La mise en place de stratégies énergétiques et de décarbonation, l'assistance dans la mise en œuvre opérationnelle, la mise en relation avec le partenaire le plus qualifié, le développement d'une intelligence territoriale pour anticiper et implanter des infrastructures énergétiques, la veille sur le secteur de l'énergie et une communication qui offre de la visibilité. L'énergie et les enjeux environnementaux sont l'affaire de tous. Pôle Énergie accompagne votre structure pour la rendre plus vertueuse dès demain. Êtes-vous prêt à accélérer la décarbonation et la transition énergétique de vos activités? Bonjour à tous pour ce webinaire. Je pense que tous nos intervenants sont là. Donc, ce webinaire qui est consacré à la géothermie en regard des objectifs du décret tertiaire. Est-ce que la géothermie peut aider à remplir les objectifs du décret tertiaire? Alors, j'ai un peu regardé. Dans les Hauts-de-France, la géothermie, ça représente 0,5% des ENR dans les Hauts-de-France. Mais si l'on regarde la moyenne française, la géothermie en France, c'est 1,2. Donc, on voit que notre région a un peu de retard. En 2017, on n'a pas de chiffre plus récent, c'était 97 gigawattheures consacrés à la géothermie. Et puis, de l'autre côté, vous connaissez le décret tertiaire qui impose à tout bâtiment qui accueille du public de plus de 1000 m² de réduire ses consommations d'énergie finale, avec des objectifs qui sont de 40% à 2030, 50% à 2040, 60% à 2050. Normalement, tous les bâtiments tertiaires ont dû se déclarer, on va parler comme ça, sur la plateforme Opérat avant décembre 2022 pour déclarer leur consommation sur les 3 dernières années, fixer un objectif. Et maintenant, donc, se pose la question d'une stratégie de diminution des consommations. Et donc, le but de ce webinaire, c'est de s'interroger si la géothermie peut aider à remplir ces objectifs. Alors, on a autour de la table plusieurs intervenants. On a Monsieur Olivier Loire, je vais vous demander vos caméras, comme ça on va vous repérer, du bureau d'études EG Développement, qui est un bureau d'études spécialisé en hydrogéologie et en géothermie. Nous avons également Estelle Dourla de Unilassal-Beauvais, qui est ingénieure géologue et animatrice en géothermie dans les Hauts-de-France. Nous avons Valérie Laborde d'Axanta. Axanta travaille sur la décarbonation des usages du bâtiment à travers l'intelligence artificielle et la raffinerie de données, de la data science, on va dire. Et puis, une start-up, Monsieur Bernard Saunier d'Energiso. Est-ce que c'est Giso qu'il faut dire ou Energiso? Bon. Ça y est, vous m'entendez. Excusez-moi. Oui, voilà. À tous. Energiso. Energiso, voilà. Qui développe un concept de valorisation de la chaleur des eaux usées pour le chauffage et la climatisation des bâtiments. Voilà, donc on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par Olivier Loire, qui va nous rappeler, nous expliquer ce qu'est la géothermie, ses principes de fonctionnement et sa réglementation. Olivier Loire, vous avez la parole. Voilà. Donc, je vais vous présenter effectivement les grands principes de la géothermie. Vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, donc je vais vous présenter... Ah, c'est flou? Non, c'est bon. Je vais présenter rapidement le bureau d'études EG Développement. Après, les différentes géothermies, la géothermie très basse énergie qui s'intègre dans plusieurs types de géothermie.
Les deux principaux procédés en géothermie très basse énergie qui sont mis en œuvre dans les Hauts-de-France, à savoir le procédé sur nappe et le procédé sur sonde verticale. J'enchaînerai sur le potentiel régional en géothermie, très basse énergie, et comment monter un projet en géothermie et les avantages et les inconvénients de cette technologie. Donc EG Développement, c'est un bureau d'études qui a été créé en 2007, qui est situé sur Villeneuve-d'Ascq. 80% de notre activité est liée à des missions de maîtrise d'œuvre et d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur des projets de géothermie très basse énergie, donc de la géothermie assistée par pompe à chaleur. Et on va travailler essentiellement dans les Hauts-de-France et en Normandie. Donc nos missions vont des études de géothermie en passant par des études purement hydrogéologiques, de rabattement de nappes, des niveaux de plus hautes eaux. On s'occupe aussi des dossiers réglementaires, que ce soit des dossiers loi sur l'eau ou bien des dossiers de demande de subventions pour les collectivités et pour les entreprises. Et on travaille également avec des agriculteurs pour créer les forages d'irrigation. Voilà, donc on est une équipe de 8 personnes basée sur Villeneuve-d'Ascq. Alors la slide suivante, je vais vous présenter la géothermie très basse énergie et la définition des procédés. Donc la slide d'après présente, voilà, c'est un schéma qui vous présente les différentes géothermies qui peuvent exister. Alors si on va partir de la droite, là on va avoir la géothermie très profonde qui, avec des forages d'environ 5000 mètres de profondeur, vont pouvoir aller capter une ressource de plus de 200 degrés Celsius. Et avec ces températures-là, on va pouvoir faire de l'électricité. Donc sur la métropole, c'est ce qu'on rencontre dans le bassin rhénan et uniquement sur cet endroit-là, parce qu'il faut une géologie bien particulière avec une anomalie géothermique assez importante. Donc le grand principe, par un puits central, on va injecter de l'eau froide et on va récupérer de la vapeur d'eau qui va nous permettre de faire tourner des turbines pour faire de l'électricité. Sur le schéma, si on se dirige un peu plus sur la gauche, là on va avoir de la géothermie dite basse énergie, celle qu'on va rencontrer plutôt dans le bassin parisien depuis le milieu des années 70 et plus récemment dans le bassin aquitain. Là, avec des forages d'environ 1500-2000 mètres de profondeur, on va aller capter une source de chaleur dans une nappe qui va présenter une température comprise généralement entre 60 et 90 degrés. Donc avec cette géothermie-là, on va pouvoir chauffer des quartiers entiers en faisant un échange de chaleur directe. L'état de connaissance dans les Hauts-de-France pour cette géothermie-là, elle est relativement... On a peu de données. Tout ce qu'on sait maintenant, il y a eu une thèse qui a été réalisée par l'Université de Lille en collaboration avec le BRGM et l'Université de Mons, qui a permis de modéliser la géologie du Nord-Pas-de-Calais sur les 5000 premiers mètres de profondeur. Ça a permis de localiser quelques potentiels sur l'échelle de la région et certaines entreprises, Engie pour ne pas le nommer, a décidé d'approfondir la recherche pour un site industriel situé sur Douai. Donc ils espèrent capter avec des forages de 4000 mètres de profondeur une eau souterraine qui serait aux alentours de 100 à 120 degrés Celsius. En fait, les schémas après sur la gauche, on va avoir de la géothermie dite de minime importance, ou très basse énergie, celle que je vais vous présenter, avec différents procédés qui permettent, avec des forages qui peuvent aller réglementairement jusqu'à 200 mètres de profondeur, d'aller capter une source froide qui va être comprise dans la région entre 10 et 14 degrés Celsius, ce qui va permettre, avec une pompe à chaleur, de chauffer des bâtiments, mais aussi de rafraîchir ces bâtiments. La géothermie très basse énergie, ça va être la seule ENR qui va permettre aussi de faire du rafraîchissement, voire un peu de climatisation sur les bâtiments. Donc un des gros avantages de la géothermie, c'est qu'on va pouvoir assurer une performance régulière tout au long de l'année, en partant du principe vérifié qu'à partir de 15 mètres de profondeur, la température du sous-sol ne va pas varier, quelles que soient les conditions climatiques extérieures.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, en moyenne, dans la région des Hauts-de-France, la température du sous-sol, à partir d'une dizaine de mètres de profondeur, va être constante toute l'année aux alentours de 10 à 14 degrés Celsius. À partir de 50 mètres de profondeur, dans certaines zones, on va pouvoir bénéficier aussi de ce qu'on appelle un gradient géothermique, c'est-à-dire que tous les 100 mètres de profondeur, on va gagner à peu près 3. Alors, si une moyenne nationale, c'est 3,3 degrés tous les 100 mètres de profondeur, dans les Hauts-de-France, on est plutôt vers 2 à 2,5 tous les 100 mètres de profondeur. Donc, contrairement au pack aérothermique RO, là, encore une fois, notre température est constante, la performance de l'installation est constante toute l'année. Ce qui est important de comprendre en géothermie très basse énergie, c'est que, comme c'est de la très basse énergie, on va travailler sur des régimes de température relativement basses au niveau des émetteurs. C'est-à-dire que si habituellement, quand on va travailler sur une chaudière gaz ou fuel, on va avoir des températures dans les émetteurs qui vont être aux alentours de 70 à 80 degrés. En géothermie, très basse énergie, on va plutôt travailler sur des régimes d'eau qui ne doivent pas dépasser 50 degrés à 55 degrés grand maximum. Puisque, en fait, plus vous allez augmenter les températures dans les émetteurs, plus le rendement, le coefficient de performance de l'installation va être dégradé. Et tout l'intérêt de la géothermie, c'est d'avoir le coefficient de performance, donc le COP le plus élevé possible, pour pouvoir en tirer le plus de bénéfices d'un point de vue économique. Donc, sur ce graphique-là, on s'aperçoit que plus la température de condensation est faible, plus le coefficient de performance de l'installation va être élevé. On va pouvoir atteindre, dans les meilleurs des cas, des coefficients de performance qui vont pouvoir atteindre 6 ou 7. C'est-à-dire qu'avec 1 kW électrique en mode chauffage, on va pouvoir délivrer l'équivalent de 6 kW de chauffage. Donc, plus l'écart de température entre le sous-sol et les émetteurs va être faible, plus le coefficient de performance va être élevé. Merci. Donc, je vais vous présenter là les deux principaux procédés qui sont utilisés dans les Hauts-de-France. Là, c'est un schéma de principe sur le procédé sur nappe. Donc, le principe est relativement simple. On va faire un ou plusieurs forages de pompage et plusieurs forages de rejet en fonction des besoins, sachant que la réglementation nous impose de réinjecter la totalité des eaux pompées dans le même aquifère pour assurer quantitativement de maintenir la ressource en eau. Bien souvent, les nappes exploitées sont les mêmes que les nappes d'eau potable, donc il faut s'assurer de ne pas appauvrir cette ressource-là. Et en fait, on va aller chercher les calories dans l'eau souterraine via un échangeur à plaque géothermique, et on va donc prélever les calories ou les réinjecter en fonction des besoins en chaud ou en froid du bâtiment. Le dimensionnement des ouvrages va dépendre bien évidemment de la puissance dont on va avoir besoin, du débit d'exploitation, de l'usage, si on fait uniquement du chauffage ou si on va avoir un mix chauffage-rafraîchissement. Le rafraîchissement pouvant se faire notamment en géocooling, c'est-à-dire qu'on va éteindre la pompe à chaleur et on va faire un échange direct via un échangeur à plaque entre les eaux souterraines et le bâtiment à rafraîchir. Et là, on va atteindre des performances plus qu'intéressantes, puisqu'avec 1 kW électrique, on va pouvoir fournir l'équivalent de 20 à 30 kW de rafraîchissement. Et ça va dépendre également des caractéristiques de la ressource en eau qu'on va aller chercher à exploiter, c'est-à-dire sa profondeur, sa productivité et son sens d'écoulement. Le deuxième procédé qui est en train de se développer de plus en plus, ça va être celui sur la sonde géothermique verticale. Donc là, ça va être des forages de petit diamètre. On va être entre 140 et 160 mm de diamètre. Là où en forage d'eau, on peut, dans les plus gros diamètres, commencer au moins en 700 ou en 1000 mm. Sur ces 200 mètres de profondeur, on va descendre une sonde géothermique. Donc une sonde, c'est un tubage en PEHD. Bien souvent en France, on utilise des doubles sondes, c'est-à-dire que vous avez 4 tuyaux dans le forage, 2 allées et 2 retours. Dans ce tuyau-là, on va faire circuler de l'eau qu'on va glycoler. Alors, on glycole l'eau pour assurer c'est une protection de l'installation, parce qu'avec le glycol, on va pouvoir descendre sous 0 degré sans geler l'installation.
Et là, on va faire un échange de calories, non pas avec la nappe, mais avec les calories présentes dans la matrice rocheuse sur toute la hauteur de la sonde. On va cimenter la totalité de cette sonde-là pour assurer la protection de la ressource en eau, notamment, éviter les mélanges de nappes. On sait bien que sur 200 mètres de profondeur, on est susceptible de rencontrer plusieurs ressources et on va pouvoir échanger les calories ou bien en réinjecter. Le dimensionnement de ces ouvrages-là, il va dépendre de la puissance dont on va avoir besoin, mais aussi du nombre d'heures de fonctionnement de l'installation. Ça va dépendre, tout comme la nappe, de l'usage, du chauffage et du rafraîchissement, en sachant que un des avantages du procédé sur son, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle du stockage-déstockage d'énergie, c'est-à-dire que l'été, on va absorber les calories, la chaleur présente dans les bâtiments pour les réinjecter au sous-sol. Et ça va dépendre de la nature des terrains. Certains terrains sont plus conducteurs thermiquement que d'autres. Le gros avantage de cette installation, de ce procédé-là, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'entretien, sachant que les têtes de sonde sont enterrées entre 1 mètre et 1,20 m de profondeur. Il n'y a pas de regard, elles sont complètement de toute façon cimentées. Et sur ce champ de sonde, on va pouvoir aménager le terrain comme bon nous semble, à savoir on peut mettre un parking, des bâtiments, une zone enherbée. On n'a pas à avoir accès à ces ouvrages. Ce qui va se développer aussi de plus en plus en géothermie, c'est ce qu'on appelle les boucles d'eau tempérées à énergie géothermique, les BTEG. Donc le principe de fonctionnement, c'est un peu comme un réseau de chaleur très basse, mais en très basse énergie. Ça va être de l'eau tempérée qui va circuler dans ce réseau de chaleur. La source d'énergie peut être multiple. Ça peut être des forages verticaux sur nappe ou sur sonde, mais ça peut aussi être une captation de calories dans un étang, dans de la mer, dans des réseaux d'eau usée. Et en fait, l'objectif de ce type de réseau, c'est être un réseau intelligent, et ça va être que à certaines périodes de l'année, certains bâtiments vont pouvoir échanger leurs calories. Si sur ce type de réseau, on arrive à mettre par exemple un data center qui va produire du chaud toute l'année, ce chaud-là va pouvoir être valorisé sur certains bâtiments, et ce qui va permettre à certaines périodes de l'année que ce réseau-là soit même autonome en énergie, c'est-à-dire qu'on ne va même pas avoir besoin d'aller chercher une source d'énergie dans le sous-sol par certaines périodes de l'année. Donc, et là, ça va être une exploitation qui va être totalement vertueuse, puisqu'il va y avoir pas de perte du tout sur le réseau. Alors, après, ça va être les domaines d'application. Donc, les domaines d'application en géothermie très basse énergie, ils sont relativement complets. On va aller de la serre agricole jusqu'en passant par des équipements publics de type mairie, groupe scolaire, structure d'accueil, des data centers. On va pouvoir rafraîchir en géocooling des data centers. On va travailler aussi sur des complexes sportifs, des centres aquatiques, des maisons médicales, des hôpitaux, des EHPAD, des bureaux, des centres culturels, des résidences, du collectif. On peut vraiment répondre à beaucoup de choses, à condition de respecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des régimes de température qui sont en adéquation avec la géothermie de très basse énergie. En termes de puissance, c'est de la même manière, on ne va pas être trop limité. Alors là, vous avez sur ce tableau-là l'ensemble de la géothermie, des types de géothermie très basse énergie. On passe des capteurs horizontaux, ce qui s'est pas mal développé dans les années 80. C'est plutôt axé pour les particuliers. Un capteur horizontal, c'est comme un plancher chauffant, sauf que les serpentins sont à l'extérieur. Et là, on va profiter des calories transmises par le rayonnement solaire pour chauffer et rafraîchir le bâtiment. Des capteurs compacts qui sont de type corbeille ou des murs géothermiques. Donc, c'est des installations qui sont relativement simples à mettre en place et moins coûteuses que des sondes verticales, par exemple, et qui sont très bien adaptées à du particulier. On a donc les sondes géothermiques verticales et champs de sonde verticales qui, en termes de puissance, n'ont pas de limite. La seule limite, hors budget, ça va être l'emprise foncière que ce champ de sonde va nécessiter. Pour avoir un ordre d'idée, une sonde de 200 mètres de profondeur peut fournir
en moyenne 12 kW de puissance en chauffage et chaque sonde doit être distant de 10 mètres à peu près les unes des autres. Donc on va être limité surtout dans l'emprise foncière. On a les fondations thermoactives. Donc les fondations thermoactives, ce sont comme le procédé est identique au procédé sur sonde, sauf que là on va valoriser les pieux présents sous les bâtiments pour pouvoir y mettre les sondes. Et le doublet de forage sur nappe ou multiplé, où là de la même façon, on ne va pas avoir trop de limites, ça va dépendre surtout de la ressource en eau souterraine. Le slide d'après va vous présenter, donc c'est le potentiel en géothermie, très basse énergie sur nappe, qui est une carte publiée par le BRGM. Donc c'est essentiellement, ça concerne essentiellement le procédé sur nappe. Cette carte-là va vous permettre de connaître le potentiel à l'échelle de votre projet, sur votre projet, en identifiant les principales nappes présentes au droit de votre projet et à quel débit elles sont disponibles. Donc, ce qui est intéressant sur cette carte, c'est de voir qu'à l'échelle des Hauts-de-France, il y a un potentiel relativement important. On pourrait dire que 70% du territoire est classé en potentiel fort. Donc, c'est des zones en Picardie et dans le bassin, enfin Artois-Picardie. On va avoir des potentiels qui vont pouvoir être supérieurs par endroit à plus de 150 m3 par forage, ce qui représente à peu près 1 MW de puissance. On va avoir des zones grisées qui sont essentiellement représentées par la Vénois et le Boulonnais. Donc là, ce sont des secteurs où le potentiel est non connu. Non connu, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire que hydrogéologiquement et géologiquement, c'est très compliqué et c'est vraiment du cas par cas. Donc dans ces cas-là, il faut vraiment faire une étude approfondie pour regarder s'il y a du potentiel. Et après, on a des zones en verte où là clairement, le potentiel est relativement simple. Je vais prendre comme exemple toutes les Flandres. Les Flandres, donc au nord du département, où là, on a une épaisseur de sable et d'argile qui sont trop importantes pour espérer valoriser la nappe qui est en dessous, la nappe de la craie. Donc généralement, sur ces secteurs-là, on va plutôt partir sur un procédé sur sonde. Ce qu'il faut retenir, c'est que le potentiel en géothermie à l'échelle des Hauts-de-France est relativement important. Les seuls endroits où on ne peut pas faire de forage et donc de géothermie, ça va être les zones où on est dans l'emprise d'un périmètre de protection de captage d'eau potable. Et là où tout forage est interdit sur les périmètres de protection immédiats et éloignés, et des zones où on peut avoir des carrières souterraines qui peuvent rendre très compliqué la réalisation de forage. Je vais terminer sur la chronologie et comment monter un projet de géothermie. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, il faut anticiper au maximum la géothermie dans les projets. Parce qu'en fait, la géothermie est une ENR qui va nécessiter une mise en place d'études relativement longues et donc il faut essayer d'anticiper au maximum. Si en phase d'esquisse, on peut faire une étude documentaire qui permet d'identifier un éventuel potentiel au droit du projet, d'identifier le procédé qui est le plus adapté à votre projet, à savoir le procédé sur nappe ou le procédé sur sonde. Ça permet après en phase APS de passer en phase d'étude de faisabilité qui comprend notamment généralement la création d'un forage d'essai. Donc ces choses-là vont être vont prendre relativement de temps. Donc il faut essayer d'anticiper au maximum et la conception définitive, à savoir le dimensionnement des ouvrages, va se faire lui en phase APD ou en phase pro. Il faut savoir, il faut que le maître d'œuvre géothermique intègre la connaissance dans sa conception et définit dès la phase DCE pour consulter les entreprises, à savoir le dimensionnement de la pompe à chaleur, le dimensionnement des ouvrages souterrains et mettre en adéquation la géothermie avec l'exploitation du bâtiment en régime de très basse énergie. J'en ai terminé, j'ai essayé de tenir les 15 minutes. Il faut qu'on tienne le timing. Effectivement, on a juste une question, là, je vous la repose. Quels sont les risques de la géothermie sur les nappes phréatiques face aux multiples sécheresses? Mais la réponse, c'est peut-être qu'on remet l'eau dans le voilà, c'est ça. Une des réponses, c'est ça, c'est que nous, le prélèvement net est nul. Après, il y a des secteurs, et c'est notre travail à nous, les secteurs à risque, on va avoir tendance à dire au maître d'ouvrage de plutôt s'orienter vers le procédé sur sonde que le procédé sur nappe.
Après, pour les zones les plus productives, si on prend la Picardie, où il y a des secteurs géographiques où le potentiel est supérieur à 100 mètres cubes heure, j'aurais tendance à dire que si un jour il n'y a plus d'eau dans ces secteurs-là, on aura d'autres soucis qu'une pompe à chaleur qui malheureusement ne fonctionne pas. Mais c'est très peu probable. Mais ça fait partie de nos missions de s'assurer de ces choses-là. Ok. Très bien. Mais ce que je propose, c'est qu'on avance avec Estelle Dourla, parce que on va poser les piliers, puis peut-être qu'on pourra, à la suite d'Estelle, prendre plus de questions. Donc, Estelle, vous êtes animatrice de géothermie en Hauts-de-France. Je vous vois pas. Vous êtes là, je pense. Oui. Alors moi, je me vois ma vignette. Je pense que voilà, mais très bien. Maintenant, je vous vois. Très bien. Et ben, D'accord. vous avez la parole. Merci. Merci. Alors effectivement, je suis Estelle Dourla, chargée de mission animation géothermie pour les Hauts-de-France, et je suis basée à Uni-la-Salle, qui est une école d'ingénieurs basée à Beauvais, donc sur le versant Picard. Alors, pour commencer, je me suis dit j'allais vous expliquer ce qu'est l'animation géothermie. Alors l'animation géothermie, il faut savoir, moi, c'est un poste qui a été mis en place depuis 2016 dans l'ex-Picardie et maintenant dans les Hauts-de-France. Et c'est une volonté de l'ADEME au national d'avoir au moins un animateur géothermie par grande région. Et aujourd'hui, on a la moitié du territoire qui possède un animateur. L'idée, c'est qu'on va avoir deux parties. Une partie où l'animateur est là pour aider à s'approprier la géothermie, en présentant les technologies, en centralisant toutes les études et les outils qui sont faits, donc soit sur sa région, soit au national, sur le site géothermie.fr, que je vous invite à consulter, c'est le site de référence sur la géothermie en France, et permettre des échanges entre les acteurs. Il y a un deuxième volet qui est la partie convaincre et accompagner et aider à augmenter le nombre de projets. Donc c'était au début, surtout quand on avait un petit peu du mal à avoir des projets de géothermie en région. Et l'idée, c'est que l'animateur est là pour un rôle de conseil en amont gratuit. Et pour ça, on peut passer par des études d'opportunité. Aujourd'hui, c'est un petit peu moins difficile de trouver des études de faisabilité, mais ça permet d'avoir quand même ce rôle de conseil qui est très fort en amont. Comme il y a une demande qui est croissante sur le poste d'animation géothermie en Hauts-de-France, on a décidé de créer un relais d'ambassadeurs locaux. Donc en fait, ce sont des gens qui sont formés à faire les études d'opportunité en amont, et ce sont des personnes qui sont capables du coup de reprendre ce rôle de conseil à maille plus petite. Donc en fonction de l'endroit où vous êtes, vous pouvez être rebasculé vers un ambassadeur, et c'est pas forcément moi qui traiterai en direct avec vous, puisque on peut avoir des personnes qui connaissent peut-être mieux le territoire à maille plus fine et qui vous diront si oui ou non c'est une bonne idée ou pas de partir en faisabilité, ou si vraiment le projet n'est pas du tout viable en géothermie et que ça n'est pas la peine de partir sur une faisabilité géothermique. Alors, je voulais vous parler la géothermie en Hauts-de-France. Alors, il y a plein de géothermies possibles, et en Hauts-de-France, on va surtout se concentrer sur la géothermie de surface. Ce sera 98% des projets qu'on pourra faire. C'est-à-dire qu'on va regarder des ressources où le sous-sol ou l'eau du sous-sol sera inférieure à 30 degrés. La géothermie de surface, ça présente de très nombreux avantages. Les premiers avantages, c'est tout ce qui est sur la partie maîtrise de la facture énergétique. Donc, on est sur des coûts d'exploitation qui sont stables, avec une indépendance énergétique, et on estime que les temps de retour sur investissement sans les aides sont en moyenne de 8 à 13 ans en France. C'est une énergie qui présente également une exemplarité environnementale, puisque en termes de rejet CO2, équivalent CO2, on estime qu'on est à 4 fois moins que l'électricité, 5 fois moins que le gaz naturel et 7 fois moins que le fuel. Donc ça, ce n'est pas des chiffres que j'ai inventés, hein, c'est des choses que vous retrouverez dans l'ouvrage « 6 bonnes raisons de choisir la géothermie ». Au niveau exemplarité environnementale, on s'inscrit également dans les plans d'action. Donc dans les plans d'action, il y en a un que vous avez dû voir passer au mois de février, qui est le plan d'action d'accélération du déploiement de la géothermie en France. C'est tout récent, et donc on s'inscrit dedans, on était même en amont avec la géothermie, et on peut également répondre aux exigences du décret tertiaire. Au niveau technologique, c'est quelque chose qui a fait ses preuves sur le territoire. Aujourd'hui, on estime qu'on a 205 000 pompes à chaleur qui sont installées en géothermie en France. Donc, on a un vrai retour d'expérience sur cette technologie. Aujourd'hui, les professionnels, on a des professionnels qualifiés RGE, c'est-à-dire reconnus garants de l'environnement, que ce soit du côté bureau d'études ou du côté foreur. Il y a également des financements et des garanties. J'ai vu passer la petite question sur Aquapac qui existe toujours. C'est une garantie, donc une forme d'assurance.
Au niveau des ressources locales, la géothermie, ça permet d'en faire la promotion puisqu'elle est disponible en permanence partout et c'est une énergie qui est locale et qui n'a pas besoin ni de transport ni de stockage. Elle est également harmonieuse puisque discrète, invisible. Une fois que les forages sont terminés, vous ne verrez plus rien ou quasiment plus rien. Et au niveau du bruit que pourraient faire les pompes de circulation et les pompes à chaleur, c'est vraiment confiné à la chaufferie et ça fait beaucoup moins de bruit que tous les autres équipements que vous pourriez trouver. Elle est également parfaitement adaptable aux futurs défis. Défi enjeu actuel, c'est le froid. Donc la géothermie est capable de produire du froid, donc climatisation ou rafraîchissement de façon quasiment gratuite. Pour vous donner un exemple, on est capable de produire avec un seul kilowattheure d'électricité 50 kWh de frais. Et on évite également les îlots de chaleur puisque la chaleur qui sera soutirée du bâtiment lorsque l'on va climatiser ne sera pas rejetée dans l'air, mais dans le sous-sol. Elle est également adaptable dans tous les réseaux d'aujourd'hui et de demain. Donc par ça, j'entends les smart grids thermiques et les boucles d'eau tempérée à énergie géothermique, ainsi que les petits réseaux techniques et les petits réseaux de chaleur. Alors, au niveau du décret tertiaire, donc je vous ai dit qu'elle s'intégrait dans le décret tertiaire. Alors, qu'est-ce que le décret tertiaire? L'idée, c'est que tous les bâtiments qui vont présenter une activité tertiaire avec plus de 1000 m² de surface doivent réduire leur consommation d'énergie finale, donc c'est-à-dire la consommation que l'on peut lire sur la facture, de moins 40% à horizon 2030, moins 50% pour 2040 et moins 60% pour 2050. La géothermie de surface, pour répondre à ces obligations, elle a quand même un énorme avantage, c'est qu'on va pouvoir réduire cette consommation d'énergie finale en fonction du COP. Donc le COP, c'est le coefficient de performance de la pompe à chaleur. Il faut savoir qu'une pompe à chaleur, aujourd'hui en géothermie, on exige au minimum un COP de 4 pour la géothermie de surface sur sonde et un COP de 4,5 pour la géothermie de surface sur nappe. Donc si jamais on prend par exemple un COP de 4, en remplacement d'une installation gaz. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je diminue par 4 ma consommation d'énergie. Donc en fait, je diminue par 4 puisque j'ai que une seule unité d'électricité pour 4 unités de chauffage qui seront fournies au bâtiment. Donc même si on ajoute tous les usages électriques autres que dont peut avoir le bâtiment, vous vous rendez compte qu'avec un COP de 4, donc une division par 4, on est déjà à 75%. Donc finalement, on atteindrait, avec l'installation d'une pompe à chaleur en remplacement d'un système gaz, tout de suite l'objectif 2050. Alors, j'ai voulu vous parler un petit peu des coûts parce que c'est bien la géothermie. On parle des temps de retour sur investissement. Alors, au niveau national, on est à 8 à 13 ans. En moyenne, en Hauts-de-France, on estime qu'on est un petit peu supérieur parce qu'on a un petit peu moins d'acteurs sur le territoire, donc les coûts du marché sont un petit peu supérieurs. Donc, on serait à 10 à 15 ans de temps de retour sur investissement sans aide, avec un temps de retour sur investissement avec les aides de l'ADEME et de la région qui descendrait entre 7 et 10 ans. Après, il faut savoir que ce sera bien spécifique au projet en fonction des installations. Il n'y a pas de vérité, mais globalement, on peut retenir ce qu'il y a dans ce cadre rouge. Ensuite, si jamais on veut aller vraiment plus dans le détail, dans les coûts, alors je ne vais pas m'amuser à tout décrire. On avait fait une étude avec tous les dossiers déposés au niveau de l'ADEME et la région entre 2015 et 2020, de tous les coûts en fonction de si c'était des projets de géothermie qui étaient partis sur nappe ou sur sonde. Et donc, tout a été détaillé. Et vous voyez que c'est vraiment au cas par cas, puisqu'on a des moyennes, mais on a également des fourchettes. Si je prends un exemple, pour le forage d'essai en nappe, vous voyez qu'on est à une moyenne sur cette période-là de 790 € du mètre linéaire. Mais en fait, en fonction des projets, on bascule de 290 à 1660. Donc, c'est des ordres de grandeur pour vous aider, vous donner une idée, mais vraiment, vraiment, ce qui déterminera les coûts, ce sera, suite à l'étude de faisabilité, voilà, il y aura un dimensionnement du projet qui déterminera réellement les coûts. Donc cette étude, forcément, avec l'inflation qu'on a connue cet été, elle est plus forcément extrêmement à jour. Donc on va attendre que le marché se stabilise avant de reproposer des chiffres plus actualisés. Mais on a quand même une bonne idée de ce que ça donne. Ensuite, en parlant des coûts, donc on va reprendre les étapes d'un projet de géothermie et cette fois-ci côté subvention. Donc comment est-ce qu'on peut être aidé en Hauts-de-France si on veut se lancer en géothermie? Alors en gros, au côté financeur, on va avoir 3 grandes étapes. La première étape, ce sera l'étude d'opportunité. Elle n'est pas obligatoire et elle peut être faite soit par l'animateur géothermie en région, donc moi a priori, soit par une personne du réseau ambassadeur. C'est pas du tout obligatoire, c'est un outil d'aide à la décision.
Et on peut directement passer à la phase d'après ou, suite à cette étude, passer à la phase d'après qui est la faisabilité. Au niveau faisabilité, on peut être aidé par l'ADEME ou la région. En général, en Hauts-de-France, le dossier sera à déposer au niveau du fonds chaleur. Donc, c'est le fonds qui est géré par l'ADEME. Les taux de subvention, ça va être 50% pour le privé et 70% pour le collectif et l'associatif. Il y a un certain nombre de critères à respecter et la chose la principale à avoir en tête, c'est qu'il faut absolument déposer le dossier et avoir l'accusé de réception avant de notifier les prestataires qui vont pouvoir intervenir sur le projet. C'est vraiment la chose principale. À partir du moment où on a l'accusé de réception, les frais peuvent être engagés puisque l'aide sera rétroactive. Alors ça ne veut pas dire qu'on l'aura, ça ne veut pas dire qu'on l'aura à ce montant-là, mais par contre, ça veut dire qu'elle prendra les dépenses en compte. La seconde étape au niveau ADEME et région, c'est la phase investissement. Suite à l'étude de faisabilité, c'est partir donc sur le projet en tant que tel de géothermie. Une fois qu'on a fait notre forage d'essai, donc ça je ne l'ai pas dit, qui peut être financé dans la partie faisabilité, on va vouloir faire les forages complémentaires, car le forage d'essai sera réemployé à la suite. Donc le forage d'essai, en général, dans la grande majorité du temps, il est réutilisable. Et dans la phase investissement, c'est la même chose. Alors, sauf que cette fois-ci, on va pouvoir demander une aide et ou au fonds chaleur et ou au fratrie. Donc, le fratrie, c'est le fonds régional qui est géré par la région et par l'ADEME. Et si vraiment on est sur un projet de très grande ampleur, on pourra même solliciter le FEDER, qui est un fonds européen géré par la région. Alors là, c'est un peu, comme ils disent, leur popote interne. Donc, il faut discuter avec eux pour voir auprès de quel acteur on dépose le projet. Et l'idée, c'est la même, c'est qu'il y a tout un lot de critères à respecter. C'est eux qui vont décider du montant de la subvention. Côté fonds chaleur, c'est souvent une subvention qui est au prorata du nombre de mégawattheures énergie renouvelable, donc soutirée du sous-sol. Et la région va venir compléter. Donc, ils vous diront où déposer le dossier et l'idée, c'est que de toute façon, il faut absolument qu'on reste dans de l'incitatif, donc que les accusés de réception soient bien reçus sur tous les fonds sollicités avant d'engager les dépenses, donc avant de signer, avant de notifier. Slide suivante. Alors, ensuite, l'animation géothermie, je suis aussi là pour vous aider un petit peu à y comprendre. Et une des choses qui est très importante aujourd'hui en France, c'est qu'on a une simplification qui a été faite en 2015 du code minier. Et donc, on se retrouve, on a toute une partie de la géothermie qui peut être soumise, suite à un certain nombre de critères, à simple télédéclaration. Donc ça, c'est plutôt important parce que ça va réduire les démarches en temporalité. Et l'idée, c'est que les animateurs, les ambassadeurs sont là aussi pour voir si on peut faire rentrer ce projet dans le cadre de la géothermie de minime importance, aussi connue sous le nom de GMI, donc ça c'est notre jargon. Puisque si on peut faire rentrer le projet dans ce cadre-là, on vous simplifie les démarches et vous n'avez qu'une télédéclaration à faire. En gros, tous les projets qui vont être entre 0 et 10 mètres de profondeur, on va considérer qu'ils ne sont pas du tout soumis au code minier, donc ceux-là, ils n'ont même pas besoin d'être soumis à déclaration autorisation, c'est des codes différents comme le code de l'environnement. À partir de 10 mètres de profondeur, si on est entre 10 et 200 mètres de profondeur avec tout un lot de critères à respecter, donc je vous laisse voir, ils sont sur le petit carré bleu. L'idée, c'est qu'avec une cartographie qui maille le territoire en niveau d'aléa, si on est sur un carré vert, on sera soumis à déclaration du projet. Si on est sur une maille orange, on sera soumis à déclaration suite à avis d'expert. Et si jamais on est sur une maille rouge, ça veut dire qu'on est soumis à demande d'autorisation. La géothermie n'est pas interdite. Donc attention quand vous vous baladez sur le site de géothermie.fr, quand vous tombez sur cette cartographie réglementaire, la couleur du carreau ne veut pas dire oui, non, on peut faire de la géothermie, on ne peut pas. Ça veut juste dire sous quel régime vous êtes, déclaratif ou demande d'autorisation, en fonction du respect des critères de la géothermie de minime importance. Donc on peut passer. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu des retours d'expérience. Ici, il y a un lien vers le guide chauffer et rafraîchir avec une énergie renouvelable qui a été publié en 2017, je crois, ou 2019 par l'ADEME, qui va proposer des retours d'expérience sur tous les types de bâtiments par secteur qui peuvent utiliser la géothermie de surface. Et là, vous voyez qu'en fait, j'ai une liste qui est quand même assez longue. La magie de la géothermie, c'est qu'on peut l'utiliser chez le particulier, dans le collectif, dans le tertiaire. On peut l'utiliser dans quasiment tous les types de bâtiments que vous pouvez envisager. On peut l'utiliser pour faire du chauffage, du rafraîchissement, de la climatisation. On peut l'utiliser en individuel comme en réseau.
et on peut l'utiliser en neuf ou en rénovation. Donc en fait, dans ce guide, vous avez un certain nombre de projets qui pourront se rapprocher de ce que vous avez envie de faire en géothermie. Parce que vous voyez, on va de la surface de distribution au secteur culturel, donc il y a même une abbaye qui a été rénovée et à des piscines. On va maintenant regarder de façon un petit peu plus précise sur la slide suivante. Alors, là, c'est OK, c'est un guide français, mais qu'est-ce qu'on fait en Hauts-de-France? En Hauts-de-France, voici l'état des lieux en 2019. Donc, il y a une nouvelle cartographie qui sortira cette année. Et donc, c'est toutes les installations qui sont effectivement recensées. On sait qu'on en a plus. On estime que là, on en a à peu près 100 gigawattheures qui sont estimés contre 39 qui sont identifiés. Donc, on n'aura pas tout identifié parce que tout n'a pas forcément été déclaré. Et vous voyez qu'en Hauts-de-France, on fait de tout. On fait des points bleus, c'est-à-dire de la géothermie sur nappe, des points rouges de la géothermie sur sonde. Donc ça, c'est de la géothermie de surface classique. On fait également des géothermies qui sont un petit peu différentes, un petit peu plus anecdotiques. Vous retrouvez le petit point vert à Dunkerque qui est de la géothermie sur eau de mer. Vous avez sur fondation thermoactive au sud de Valenciennes et vous avez de la géothermie sur eau usée. On voit également qu'on a des ronds cerclés de noir, donc on va faire que du chaud. Des ronds cerclés de bleu, on va faire du chaud plus du froid. Et vous voyez qu'on a des petites étoiles qui signifient que l'on va faire que du froid. Donc en Hauts-de-France, effectivement, comme on le voit dans le guide national, on fait de tout chez tout le monde et tous les types de géothermie. Alors, pour passer à... J'ai 3 petits exemples à vous proposer. Le premier, c'est un retour d'expérience sur Naples pour le centre aquatique intercommunal de Saint-Amand-les-Eaux, qui est la star des Hauts-de-France. Je pense que c'est l'exemple le plus connu. Donc, c'est une piscine, c'était un projet neuf. Et la particularité, c'est qu'il y a eu 3 forages de réalisés, 2 forages de pompage, 1 de réinjection. Et en fait, un de ces 2 forages de pompage sert à alimenter l'eau des bassins et pas la géothermie. On est sur un coefficient de performance qui est assez intéressant, 4,25. Et donc, on était sur un équipement neuf qui date de 2013. Alors, on est sur un projet qui n'avait pas reçu d'aide de la part de l'ADEME et la région, puisque leur temps de retour sur investissement était vraiment très faible. Donc, du coup, ils n'ont pas été éligibles aux aides, puisque le projet était estimé très rentable. On est sur des coûts de fonctionnement, vous voyez, qui sont assez réduits pour une piscine, 61 000 € hors taxes par an. Et donc, ça permet en fait une économie de 70 000 € par an par rapport à une solution gaz. On s'est aussi amusé à faire le petit calcul en nombre de kilomètres en voiture évités par an et on voit qu'on est quand même à 4 millions de kilomètres évités. Les exemples suivants, c'est des exemples un peu plus petits. Donc, on va avoir un exemple et un petit peu diversifié. Dans l'Oise, on a des serres. Donc là, ce sont des serres qui servent à faire des bonsaïs. On est également sur une géothermie sur nappe. On va avoir 2 forages, un qui pompe, un qui réinjecte, un COP qui est équivalent à celui de la piscine. Et là, c'est un équipement qui a été rénové. Donc, ce n'est pas du neuf, c'est de la rénovation. On voit qu'on a un investissement de 215 000 € pour la géothermie. Les aides n'ont pas été sollicitées, mais également, on est sur des temps de retour qui étaient très faibles, 3 ans. Et là, quand on regarde les derniers retours de l'exploitant, il nous annonce que sa facture est divisée par 3, voire par 4, en fonction des hivers. Donc, par rapport à une solution gaz, lui, il en est très content. Le dernier exemple, c'est la salle de sport Gaspard Malo à Dunkerque, où là, on est sur une géothermie sur sonde, sur un équipement rénové, 15 sondes à 100 mètres de profondeur avec des émetteurs basse température lors de la rénovation, un coefficient de performance qui était de 3,5, et on voit que l'investissement géothermique, il est de 107 000 € avec une aide du fonds chaleur qui a été donnée pour ce projet. On voit que l'appoint ne fonctionne que 1,5% du temps, donc c'est vraiment très très rentable aussi sur le côté émissions et consommation de gaz, et on évite 18 tonnes de CO2 par an. Donc on voit qu'effectivement la géothermie va très très vite permettre de réduire non seulement la facture, mais le nombre d'émissions équivalentes CO2. En dernière slide, je vous propose tous les guides les plus récents que l'on a sur la géothermie de surface. Donc en fait, l'idée, c'est que sur chaque petite image se cache un lien et donc vous pourrez cliquer pour accéder directement à ces différents guides pour pouvoir aller plus loin. Merci Estelle. On enverra les documentations. Hein. Ça fait partie des questions qui ont été mises et comme ça, vous pourrez... Alors, on va essayer de répondre à quelques questions. Bon, sur Aquapac, vous avez répondu. Existe-t-il des projets réseaux urbains sur ce concept? Donc, c'est Estelle ou Olivier peuvent répondre. Géothermie et réseau de chaleur.
Alors, en Hauts-de-France, alors on a un exemple qui est le réseau d'Amiens Énergie qui fonctionne, Oui. qui a un appoint, qui dans ses énergies a un doublé, sur nappe, donc un doublé, surface. Donc Mhm. c'est une géothermie peu profonde à moins de 30 degrés. Et on a également le plus gros de l'énergie est issu de la station d'épuration. Donc on a des grosses Oui. pompes à chaleur qui fonctionnent. Donc le Mhm. réseau Amiens Énergie, est je pense le meilleur exemple, pour coupler géothermie de surface et géothermie de très, très proche surface. D'accord. Alors, peut-on adapter la géothermie sur des bâtiments existants? Mais je crois que vous avez répondu. Oui, neuf comme rénovation. Oui, oui. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? A-t-on idée des puissances mises en jeu pour les exemples que vous avez donnés? Oui, alors je ne sais pas. Alors, j'ai pas le guide sous les yeux. Je pense que le plus simple, c'est de cliquer sur le lien et d'aller voir dans le guide. Il y a un peu plus de détails. À chaque fois, c'est une double page, pour les projets. Une page ou une double page, donc faut aller voir dans. Alors oui, autre question. Les exploitants majeurs sont-ils aujourd'hui prêts à travailler avec ce type d'installation au regard des systèmes classiques qu'ils maîtrisent mieux et qui sont plus rémunérateurs en termes d'exploitation? Alors, je ne sais pas si c'est plus rémunérateur. Il faut distinguer le service et puis la calorie que l'on vend. Bon, je ne sais pas si est-ce que les énergéticiens, opérateurs travaillent avec la géothermie facilement. Alors, à savoir, Ecofili, Dalkia, etc. Je pense ouais, que ça. c'est Alors, à savoir que derrière. les plus gros exploitants de géothermie en France, c'est quand même Engie et Dalkia, hein, donc Oui, je pense qu'ils sont oui. quand même prêts. Voilà. Donc, on a la réponse. Bon, écoutez, je propose qu'on avance parce que je voudrais quand même, je dois être gardien du temps et je voudrais laisser la parole aux deux autres intervenants. Donc, je laisse la parole à Valérie Laborde et puis on verra à la fin pour reprendre un certain nombre de questions s'il y a besoin. Donc, Valérie, vous travaillez chez Axanta et vous allez nous proposer vous allez parler de la question du géostockage. Alors, je vous laisse expliquer ce dont il s'agit et puis présenter Axanta par la même occasion. Tout à fait. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Et puis, je vais essayer d'être assez rapide parce que beaucoup de sujets ont déjà été traités préalablement. Et merci. Donc voilà. La société Axanta, en fait, est une société indépendante qui était tenue à 60% par ses 3 cofondateurs, qu'on verra plus tard. Excusez-moi. En fait, l'idée d'Axanta, l'idée est née de vouloir accompagner les gros propriétaires immobiliers, dans leur projet de décarbonation de façon sensible et à long terme. Donc pour cela, on a proposé donc une solution clé en main avec plusieurs volets où on est l'interlocuteur unique depuis le début jusqu'à la fin du projet pour nos partenaires en fait et à long terme. On est actuellement on a en gestion 8 millions de mètres carrés de bâtiments. On est situé sur 6 sites en France. Le siège est à Boulogne-Billancourt. On est basé à Vincennes, Lille, Troyes, Lyon, Bordeaux pour l'instant, mais c'est vrai qu'on observe une forte croissance en raison de la forte demande en géothermie actuelle. Et pour la petite information, donc sur l'agence de Lille, on est basé à Euratechnologies. Il y a une vingtaine de personnes qui y travaillent et on a été donc incubé et accéléré à Euratechnologies. Donc voilà, un fleuron local en partie de la société Axanta. Aujourd'hui, on a à peu près 130 salariés. Et ce qu'il est important de savoir en fait dans l'ADN d'Axanta, c'est qu'on a 30% de nos effectifs qui travaillent en R&D. C'est-à-dire que toute la partie data science que l'on traite, en fait, est brevetée et traitée et créée par nos soins. Donc, sur la droite, vous avez quelques références, quelques noms d'entreprises qui nous ont fait confiance. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, très rapidement, en fait, c'est au niveau de l'actionnariat. Donc, on retrouve, comme je vous disais, les 3 cofondateurs qui sont encore actionnaires à hauteur de 60%, Pierre Trémolière, Marie Doquet-Chassin et Philippe Bruand. Et ce qu'il est important de savoir, c'est qu'à hauteur de 30% du capital, on a 2 fonds d'investissement, Serena et Eren. Serena qui a plutôt l'habitude de financer des startups et Eren qui finance des projets d'énergie renouvelable.
Et ils sont importants en fait parce que grâce à ce partenariat, on propose à nos clients des financements, on se place en tiers financeur sur nos installations, ce qui permet en fait de déplacer un investissement en charge d'exploitation. Et c'est vrai que ça devient intéressant, notamment sur des cibles où l'investissement en propre est favorisé plutôt pour tout ce qui est cœur de métier, plutôt que installation annexe de production de chaud et de froid. Voilà. Donc, le constat général, c'est que le chauffage et la climatisation en France représente 75% des émissions de CO2 sur les bâtiments tertiaires. Et ensuite, la solution est d'autant plus adaptée qu'on se retrouve dans une situation où nos clients, en fait, sont contraints de suivre une réglementation ambitieuse que Estelle a évoqué précédemment sur le décret tertiaire, la loi énergie-climat-résilience, la RE 2020, le décret BAX. Et en plus de ça, effectivement, on voit une volonté, suite à l'augmentation drastique des énergies ces derniers temps, d'effacer la variabilité des coûts des énergies. Donc, du coup, voilà, un passage à l'action de nos prospects et de nos clients. Et effectivement, la solution Axanta a pris tout son sens. C'est la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, voilà, pris tout son sens parce qu'en fait, tous les projets, lorsqu'on veut vraiment décarboner ou faire des économies d'énergie sensibles, on se rend compte qu'il y a énormément d'interlocuteurs sur le marché, depuis les bureaux d'études, les exploitants, etc., les financements, et que du coup, en plus de ça, les projets étaient très chronophages et très coûteux, avec du coup peu d'engagement sur la performance. Et au final, on cherchait des solutions à plus court ou moyen terme, mais qui étaient, on va dire, avec une performance moindre que celle espérée initialement. La solution Axanta, en fait, suit le modèle IaaS, ça s'appelle Energy as a Service. Energy as a Service, en fait, on va proposer, on va vendre une performance énergétique clé en main qui est garantie et financée, garantie dans le temps, de façon pérenne, avec 3 volets d'offres que je vais déployer plus tard, qui s'appellent tracer, optimiser et décarboner, 2 solutions, donc logiciels, software, et la 3e, en fait, de chaufferie bas carbone. Donc, ces 3 solutions, la première qui permet d'avoir une cartographie des performances du bâtiment. La 2e, en fait, qui va être un pilotage dynamique et intelligent des installations existantes. Et la 3e, qui est une chaufferie bas carbone basée sur la géothermie, vont être englobées, en fait, dans une solution clé en main où on va s'engager sur la garantie de performance, on va s'engager sur le financement si le client le souhaite, et le tout, en fait, pendant toute la durée du contrat. Donc voilà, ce sont les 3 piliers. On va faire la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance par intelligence artificielle. On va faire la garantie sur les performances pendant toute la durée du contrat. Et ensuite, on va proposer le financement avec nos acteurs qu'on a vus précédemment dans le capital. Donc, pour déployer, alors voilà les 3 solutions. Tracer la performance, optimiser la demande et décarboner la production. Tracer la performance, ce sont les slides après. Encore. Donc, en fait, comme je disais, là, on va avoir vraiment une cartographie de la performance des bâtiments. On va répertorier, en fait, toutes les informations d'un ou plusieurs bâtiments de nos clients en termes de consommation d'énergie, de performance et de confort. Et donc, en fonction de ces critères-là, le client pourra effectivement effectuer, en fonction des reportings, les actions qu'il souhaite pour améliorer ses performances à court, moyen et long terme. Ensuite, on passe sur un deuxième volet qui s'appelle donc optimiser. Et optimiser, dont la plupart des experts d'ailleurs sont basés à Lille, c'est vraiment du pilotage dynamique et intelligent des installations de CVC, où on va prendre la main sur les équipements de production principalement
on va installer, en fait, on va se plugger sur les GTB, gestion technique des bâtiments, et on va, grâce à des algorithmes, en fait, prendre connaissance du bâtiment et instaurer tout un tas de critères pour les démarrages et les arrêts des installations, des détections d'alerte de surchauffe, optimiser effectivement les courbes de chauffe en fonction des températures de consigne et de confort qu'on nous indique par bâtiment ou par zone de bâtiment. Ce qui permet, parce qu'en fait, dans un même bâtiment, on peut avoir des archives, des zones qui reçoivent du public, etc. Enfin, voilà, des critères de confort qui sont totalement différents. Et donc, ces algorithmes vont apprendre avec le temps à utiliser, à optimiser les installations de production et pouvoir ensuite diminuer les consommations d'énergie et de fait la décarbonation. À ce titre, cette installation est vérifiée sur la ville de Roubaix et on a pu constater en fait 25% d'économie d'énergie et 25% de décarbonation. Mais ce système-là, sur certains bâtiments, peut aller jusqu'à moins 40% d'économie d'énergie. Voilà, tout ça pour vous expliquer un petit peu effectivement l'ADN d'Axanta sur la data science qui va être appliquée également dans notre chaufferie bas carbone, qui est la troisième solution, donc décarbonée, et qui est la solution en fait de géostockage. Donc là, il y a un schéma très simple. Comment ça fonctionne? Donc, comme on l'a dit précédemment, on est en géothermie peu profonde, donc en GMI. On va et en géothermie sur sonde. En fait, on va installer tout un champ de sondes reliées à une pompe à chaleur géothermique et on va utiliser le sol en batterie de stockage. C'est-à-dire qu'on va prendre la chaleur de l'été, on va la stocker de façon intersaisonnière, on va la restituer l'hiver en chaud. Et ensuite, on va prendre le froid de l'hiver, le stocker et le restituer donc en climatisation ou en refroidissement des bâtiments l'été. Et c'est cette réversibilité qui, alimentée en fait et pilotée par intelligence artificielle, va être optimisée dans le temps. Voilà en fait la solution générique d'Axanta sur lequel, comme on a vu précédemment, on va proposer effectivement le dimensionnement, la conception, le financement et puis le pilotage derrière. Donc là, c'est juste pour voir en fait la technologie de la géothermie qui est vieille comme le monde, qui est adaptée au machine learning, à l'intelligence artificielle, va permettre à Axanta de garantir en fait pendant toute la durée, souvent on part sur 20 ans, la performance au mégawattheure thermique de l'installation. Vous voyez la différence en fait entre une installation qui n'est pas conduite par intelligence artificielle, donc classique, et avec le pilotage Axanta, on arrive à obtenir une performance optimale. Ce en fonction de quoi? En fait, donc on prend la main donc, sur les pompes à chaleur géothermiques. On a des appoints en pompe à chaleur aérothermique pour certains deltas de performance. Et ensuite, on va prendre en compte, comme cité précédemment là, sur nos logiciels de pilotage dynamique intelligent, on va prendre en compte la météo, le taux d'occupation des bâtiments, les températures de consigne à respecter. Et tout ça, en fait, va faire en sorte que notre logiciel va diffuser en fonction des besoins, le chaud et le froid, et en fait réguler automatiquement en fonction du meilleur rapport technico-économique les consommations de notre système. Voilà, ce qui permet de prouver, en fait, vous avez là les différentes technologies, et la technologie Axanta, en fait, en termes de coût et de rentabilité, est placée vraiment parmi les plus efficaces et les plus rentables. Alors ensuite, vous avez effectivement, donc, en termes de réalisation, donc, on fonctionne comme une entreprise générale, c'est-à-dire qu'on va s'accompagner effectivement d'acteurs locaux ou d'acteurs avec lesquels on a l'habitude de travailler, que ce soit au niveau du forage, au niveau de l'installation de la chaufferie, des équipements. Pour répéter l'une des questions, on travaille aussi en interface avec les exploitants existants
Nous, on fait vraiment le pilotage par intelligence artificielle, mais tout ce qui est maintenance en fait des installations reste effectivement chez l'exploitant existant si le client le souhaite. Donc voilà, vous avez donc les champs de sonde. Comme on l'avait expliqué, au niveau des champs de sonde, en fait, on est en double boucle. Voilà, avec de l'eau glycolée qui circule et qui est reliée à la PAC géothermique. J'ai oublié un sujet intéressant, c'est que en fait, on est tout à fait compatible et synergique avec les autres énergies renouvelables. Donc parfois, enfin souvent, nos clients ont des mix énergétiques d'ENR avec notre solution, des solutions de solaire thermique, de solaire photovoltaïque, et on arrive vraiment à combiner et optimiser la décarbonation du bâtiment à ce titre-là. J'ai oublié de dire en termes d'efficacité, effectivement, notre solution bas carbone permet de décarboner jusqu'à moins 95%, donc moins 95% d'émissions de CO2 et d'économiser jusqu'à 80% du coût de l'énergie. Les étapes du projet habituelles, comme on l'a vu également dans les autres présentations, donc on fait une évaluation de potentiel pour le client où on va voir dans les grandes masses en fait les termes les coûts, enfin le montant de l'investissement et puis les gains, etc. pour voir s'il veut aller plus loin. Si ensuite il le souhaite, donc on part sur une étude de faisabilité ou une offre engageante où on va avoir vraiment des coûts réels. On va dimensionner l'installation en fonction des besoins du bâtiment, actuel ou futur, c'est-à-dire qu'on peut faire une situation de référence grâce à nos logiciels à venir. On a des clients qui, à l'heure actuelle, le temps que le projet se fasse, auront mieux isolé leur bâtiment ou installé des panneaux photovoltaïques, etc. Et nos logiciels permettent d'identifier en fait une future situation de référence en termes de performance énergétique du bâtiment qui va nous servir pour le dimensionnement des sondes. Voilà. Puis ensuite, on fait les travaux et l'exploitation. Quelques exemples. J'ai mis 2 exemples. Donc, un dans l'industrie à Airbus à Toulouse, où on va chauffer et refroidir 36 000 m² de bâtiments en rénovation. Donc, ce n'est pas du neuf. On a observé donc moins 85% d'économie d'énergie et moins 95% d'émissions de CO2. Voilà. Avec un champ de sonde de 241 sondes géothermiques. Et puis le dernier, en fait, en logistique. Donc là, projet neuf, où on a pu s'intégrer au début du projet. Donc là, ce sont des entrepôts de 100 000 m². Et là, pareil, on se retrouve avec des économies de moins 92% et une situation d'économie d'énergie de moins 70% par rapport à une situation estimée, on va dire, de référence en chauffage et refroidissement classique. Voilà. Je crois que j'ai terminé. Si vous avez plus d'infos, ben voilà, vous avez les coordonnées. Bon, ben merci, c'est très intéressant. Effectivement, on voit qu'en couplant une démarche de gestion énergétique du bâtiment avec la géothermie, on arrive à des temps de, enfin, je ne sais pas si des temps de retour plus faibles, mais sûrement, enfin, oui, plus réduits, mais en tout cas, une efficacité plus forte, quoi. J'ai oublié de dire, oui, effectivement. Alors après, nous, on analyse aussi avec le fonds chaleur, etc., les aides de subvention. Parfois, il y a aussi des certificats d'économie d'énergie. Enfin, on va vraiment analyser tout cela. Mais effectivement, les temps de retour sur investissement sont un peu plus faibles. Après, c'est vraiment du cas par cas. C'est du sur-mesure en fonction des bâtiments, de leurs besoins en consommation. S'il y a un équilibre chaud-froid, pour nous, c'est parfait. S'il y a des besoins chaud-froid toute l'année, c'est encore mieux. Parce qu'effectivement, la performance des pompes à chaleur sont d'autant plus optimisées que l'on fait en fait du chaud et du froid en simultané. Enfin voilà, on identifie les profils et les coûts varient en fonction des besoins. Mais effectivement, les temps de retour sur investissement sont très intéressants. D'accord. Bon, mais merci beaucoup. On va avancer. Je vois que ça discute sur le chat, mais bon, je vois pas de questions directes sur Axanta, mais bon, on pourra y revenir après. Je vais laisser la parole à Monsieur Bernard Saunier d'Energiso pour nous parler de cloacothermie. Et vous allez nous expliquer ce qu'est la cloacothermie.
Oui, bonjour à tous. Merci à Pôle Énergie de nous permettre de présenter cette solution. Mon fils Xavier est le président d'Energiso et en fait, il est pris dans une autre manifestation. Il m'a demandé de le remplacer pour cette présentation. En fait, nous allons vous parler d'une technologie qui consiste à récupérer les calories des eaux usées, qui est une technologie low-tech, ancienne, que j'ai moi-même remis sur les rails il y a maintenant un peu plus de 15 ans, qui nous a permis à l'époque, alors que j'étais président d'un grand bureau d'ingénierie, d'obtenir le prix de l'innovation avec l'Association des maires de France. Et ensuite, nous avons, à travers un partenariat avec Lyonnaise des Eaux de 2008 à 2013, réalisé une vingtaine d'installations entre Sony Associés, BSR Technologies et Lyonnaise des Eaux, BSR Technologies étant la société qui dimensionnait et installait. BSR Technologies est toujours dans notre groupe familial et mon fils Xavier a décidé de relancer tout cela en créant une start-up qui est en fait familiale, que nous appelons Energiso. Alors pourquoi? Eh bien, il y a eu un gap au cours des années, on va dire 2014-2019. Pendant ces années, on parlait beaucoup d'énergie renouvelable, mais les financements étaient quand même pas extraordinaires. Les temps de retour financiers étaient longs parce qu'on compare toujours par rapport au prix du gaz. Et les clients un peu difficiles à convaincre. Donc, pour éviter de perdre notre temps, nous avons mis tout ça entre parenthèses, bien qu'étant titulaires des brevets, payant les annuités. Et en fait, nous sommes deux copropriétaires des brevets, BSR Technologies, notre société, et Lyonnaise des Eaux. Nous avons donc réalisé, comme je vous le disais, une quinzaine d'installations importantes dont je vais vous parler. Notre technologie est très simple. Comme vous le voyez sur cette figure, vous avez un échangeur dans un tuyau. Vous avez dans le bâtiment une chaufferie avec pompe à chaleur. Et vous avez entre la chaufferie et l'échangeur une liaison. Vous voyez donc que nous avons 3 composantes. C'est pas neutre de réduire cette technologie à 3 composantes parce que souvent, c'est la liaison qui étant coûteuse sera le facteur limitant de l'installation. Alors, lorsque nous avons démarré, nous nous sommes concentrés uniquement sur les canalisations visitables, dans lesquelles échangeurs. Pour que ceci fonctionne bien, nous demandons des débits d'au moins 8 litres seconde. Et puis, il y a quelques années, nous nous sommes dit, mais pourquoi ne pas aller dans les canalisations à diamètre plus petit? Et aujourd'hui, nous avons donc des propositions pour des canalisations qui commencent à 400 mm, sans même avoir à ouvrir les tranchées, en insérant à l'intérieur des canalisations, des échangeurs de modules d'1 mètre que l'on place les uns derrière les autres à travers un système de connexion. Et puis, nous avons voulu développer une solution 100% française, car dans le passé, tous nos échangeurs étaient fabriqués soit en Suisse, soit en Allemagne. Et si vous allez sur la prochaine vue, nous avons donc développé, nous avons développé ici une canalisation béton avec les échangeurs à l'intérieur. Et vous voyez sur la droite les 3 tuyaux, ce sont les tuyaux pour le passage de l'eau de caloportage. Alors, comment ça fonctionne? Vous avez 2 tôles en inox qui sont l'une sur l'autre. Et entre les deux, nous faisons passer un liquide de caloportage, qui est donc de l'eau glycolée. Et ce liquide va aller longitudinalement à l'intérieur de l'échangeur et l'eau usée passe sur la partie supérieure. Donc, vous voyez la simplicité du système. Les eaux usées, avec toutes les saletés que ça comporte, passent au-dessus de l'échangeur. Il n'y a aucune possibilité de bouchage de quoi que ce soit. Et à travers l'inox, les calories des eaux usées vont aller transiter vers l'eau de caloportage qui ensuite va aller vers la pompe à chaleur. Et bien sûr, avec un système de circulation en canard. Alors, vous avez 3 tubes parce que le 3e tube, c'est pour ce qu'on appelle la boucle de Tickelmann, puisque ce sont des éléments qui sont les uns derrière les autres. Il faut équilibrer
les différences de pression entre les différents tuyaux pour que tous travaillent de la même manière. Donc vous voyez la technologie qui paraît comme ça assez simple. On a quand même mis 1 an et demi à le développer parce qu'il y a des problèmes de précision et autres pour que les canalisations puissent s'encastrer dans une tranchée sans difficulté. Suivant. Alors là, c'est donc la deuxième technologie qui est donc l'insertion dans des canalisations existantes d'échangeurs élément par élément. Vous voyez en bas au milieu, vous avez un trou d'homme. À droite et à gauche, vous voyez les échangeurs qui se mettent dans le tuyau. Et si vous revenez au-dessus, vous voyez des systèmes type Quick Lock pour fixer l'échangeur dans la canalisation. Il s'agit de cerclage métallique avec un système de cliquet. Quand c'est positionné, on injecte à l'intérieur un robot gonflable et le Quick Lock va se mettre en périphérie intérieure du tuyau pour figer l'échangeur à l'intérieur. Voilà. Donc, on peut aujourd'hui proposer des solutions qui vont du diamètre 400 jusqu'à des diamètres très importants. Suivant. Alors, ce qui est important, ce sont les critères d'installation. Nous ne sommes pas sur la technologie dite de récupération des calories des eaux grises, bâtiment par bâtiment. Nous, on s'intéresse au réseau public, là où il y a un débit important. Et pour être très clair, nous ne nous intéressons pas aux petites installations. Nous cherchons un débit d'au moins 8 litres seconde, 6 à 8 litres seconde, c'est-à-dire au moins 6-7 000 équivalents habitants en amont du point où nous nous plaçons, ou bien en sortie de station d'épuration éventuellement. À gauche, vous voyez qu'on a mis une distance entre l'échangeur et la chaufferie de 300 mètres. C'est simplement subjectif. Nous voulons rappeler que le maillon de liaison entre l'échangeur et la chaufferie est un problème majeur dans la mesure où si vous êtes en urbain intense, eh bien, si vous avez 100 mètres et que vous devez traverser une route très fréquentée, ça va poser quelques difficultés. Donc, il faut simplement que lorsque nous avons une cible, que nous regardions la distance entre les canalisations qui contiennent les débits adéquats et le bâtiment à chauffer. Et c'est là où les réseaux visitables sont intéressants parce que les tuyaux de caloportage, on peut les faire passer à l'intérieur des réseaux visitables, notamment si on les met au sommet, à l'intérieur, et aller jusqu'au droit du bâtiment à chauffer. Ensuite, il nous faut une petite pente, 1%, parce qu'on aime bien bénéficier de ce qu'on appelle l'autocurage dans les eaux usées, c'est-à-dire que dans la journée, les débits sont différents et il y a des poussées de débit, donc une vitesse un peu plus forte, qui vont pousser les saletés au-dessus des échangeurs vers l'aval. Ensuite, les puissances, on a mis 50 kW. Bon, nous, en dessous de 20, 25, 30 logements, on ne sera pas directement intéressé. Par contre, on peut aller à 2, mais bien au-delà. 2, c'est juste ce que nous avons fait, mais on peut aller à 10 MW si on est en sortie de station d'épuration sur des gros tuyaux. Je vous ai dit le diamètre supérieur à 400 et l'avantage principal des eaux usées, c'est que nous soyons en été ou en hiver, nous avons toujours une température qui est intéressante. En hiver, au cours de la journée, la température des eaux usées peut très bien varier de 12 jusqu'à 20 degrés en fonction des arrivées d'eau chaude, par exemple le matin quand tout le monde se lave, etc., ou le soir quand on fait la cuisine. Et rarement, la température descend en dessous de 12-13 degrés pendant l'hiver. Si vous êtes à Paris ou dans les grandes agglomérations, on est plutôt entre 15 et 20 degrés toute l'année en température de ces eaux usées. Donc, vous voyez la différence par rapport à la géothermie, puisque la géothermie sur sonde, par exemple, dont on a beaucoup parlé et que nous connaissons particulièrement bien aussi, et je vous en donnerai des exemples, eh bien, il faut savoir qu'à la fin de l'hiver, quand on a tiré un peu trop sur les sondes, il faut quand même le rappeler, on peut avoir des variations de température importantes et terminer la saison hivernale avec des températures de 3-4 degrés. Ce qui veut dire que par rapport au début de l'hiver jusqu'à la fin,
vous allez perdre 1 point de COP avec une température qui aura baissé de 8 à 10 degrés. Alors, les performances. Les performances d'une pompe à chaleur, et je crois qu'il faut le rappeler, sont essentiellement dues à la différence de température entre l'amont et l'aval. L'amont, c'est donc la source, et l'aval, c'est la température que l'on produit pour chauffer vers les émetteurs. Plus la température est faible entre les deux, plus le COP monte. Avec les chauffages basse température, à 30 degrés, si vous êtes avec les eaux usées à 15 degrés et que vous allez être à 30 degrés pour le chauffage basse température, vous allez avoir des COP qui vont dépasser les 6. Donc, il ne faut jamais l'oublier. Par contre, vous avez le problème de l'eau chaude sanitaire, qui, elle, doit être à 60 degrés. Bon, maintenant, on a des pompes à chaleur à double étage qui nous permettent de résoudre ce problème. Donc, le COP, je rappelle, c'est le nombre de kilowattheures thermiques produits par kilowattheure électrique. Et plus la différence de température entre l'amont et l'aval de la pompe à chaleur est faible, plus le COP sera élevé. Bien entendu, au niveau réduction de CO2, on est bien au-delà de 90%. Et les puissances extraites de nos échangeurs varient de 2 à 5 kW par mètre carré. En général, on dimensionne sur 3 kW par mètre carré. Et l'objectif de température que nous voulons fournir, c'est 30 à 65 degrés. Suivant. Alors, notre proposition commerciale est très simple. Lorsque nous sommes approchés, ce qui est beaucoup le cas depuis maintenant 3 mois, nous, on demande simplement d'abord quel type de bâtiment et on regarde où sont les canalisations d'assainissement avec des diamètres suffisants. Et on regarde grossièrement la longueur du tuyau avant même d'avoir des débits pour pouvoir estimer s'il y a ou pas les 6 à 8 000 habitants en amont. Nous avons des villes maintenant qui nous donnent directement, extrait de leur SIG, le schéma d'assainissement que nous ensuite regardons en détail en l'imprimant. Quand on a des villes de 100 000 habitants, on fait quelques A0 et on regarde ligne par ligne quelles sont les zones favorables. En général, c'est des diamètres au-dessus de 400 avec des longueurs suffisantes en amont. On surligne ça sur les plans, on scanne, on leur redonne et on leur dit voilà, vous avez ici les endroits que nous estimons les plus favorables immédiatement. Regardez si vous avez des bâtiments qui conviennent. Et là, c'est pour elles gratuit et ça leur dégrossit la chose. Par contre, les villes ont des avantages qui ne sont pas utilisés. Elles ont toutes financé des schémas directeurs d'assainissement que les agences financières de bassin leur ont financé et subventionné. Il faudrait pouvoir utiliser ces schémas directeurs d'assainissement pour regarder ou faire regarder par un bureau d'études les diamètres suffisants avec les débits, puisqu'en général, il y a même quelquefois même la modélisation. Et lorsqu'il y a la modélisation, eh bien, dans ce cas, on est capable d'extraire les zones où les débits sont suffisants. Bien sûr, ensuite, nous recommandons que le client, c'est-à-dire la ville ou l'institutionnel ou le client privé, passe par un bureau d'études pour faire ces études, car nous sommes fournisseurs de solutions et de matériel, mais nous préférons qu'un bureau d'études fasse l'étude en amont pour être l'intermédiaire avec l'ADEME pour solliciter les subventions appropriées. Puis ensuite, appel d'offres, etc. Suivant. Alors, voilà quelques installations. La première installation que nous avons faite en partenariat avec Lyonnaise des Eaux, c'est la communauté urbaine de Bordeaux. C'est pas récent, c'est en 2010, mais c'est une très belle installation. 800 kW de chauffage, 1500 kW de climatisation. Raison principale, les aérothermes sur la toiture de la communauté urbaine étaient le siège d'une émission de Légionelle.
Donc, la communauté urbaine est obligée de modifier son système. On leur a dit, bah, écoutez, nous, on peut faire le chaud et le froid avec les eaux usées. Donc, nous avons installé 200 mètres linéaires d'échangeurs dans les canalisations. Et nous avons donc une production qui peut aller jusqu'à 800 kW de chaud et 1500 kW de froid. Ça fonctionne depuis 2011. Ça fait 12 ans de recul. Suivant. Suivant. Voilà. La première installation que nous avons réalisée, c'est celle du centre aquatique de Levallois. En 2009, 14 ans de fonctionnement, qui marche à merveille. Et il s'agit donc ici d'un échangeur qui fait un peu moins de 100 mètres et nous produisons 92 kW de chauffage. Suivant. Il y a encore 2 ans, sur le site de la mairie de Levallois, ils estimaient l'économie de la facture énergétique à 50 000 € par an. Donc vous voyez de combien a augmenté le prix du gaz depuis 2 ans. Nous, on estime que leur économie aujourd'hui est autour de 120 000 – 130 000. Voilà, suivant. Alors, une des plus belles installations que nous avons réalisées, c'est le chauffage de l'écoquartier Sainte-Geneviève de Nanterre. D'ailleurs, vous avez un film de Arte que vous trouverez sur le net qui démontre bien son fonctionnement. Et là, nous sommes en mixte énergétique et c'est pour le chauffage de 650 logements. Et ceci depuis 2012. 11 ans de fonctionnement. Alors, nous avons un mixte énergétique pour quelle raison? Tout simplement parce que les 200 mètres de canalisation d'eau usée qui ont été installés dans l'avenue Georges Clemenceau, nous n'avions pas un débit suffisant depuis le début, on le savait. Nous n'avions que 6-7 litres par seconde. C'était insuffisant pour la totalité. Donc, nous avons donc décidé de faire un mixte avec un complément par nappe, par géothermie sur nappe, avec un forage et 2 doublets pour la réinjection. Et puis, pour les quelques heures par an, 10%, nous utilisons le gaz. Alors, cette installation, comme je vous l'ai dit, a un avantage, c'est qu'elle a une 12aine d'années de fonctionnement. Elle a aussi une particularité que je n'ai pas exprimée ici, c'est que le réseau de chaleur est un réseau 3 tubes. Alors, pourquoi 3 tubes? On a un réseau de chaleur pour les planchers chauffants qui va à 40 degrés, et on a un deuxième tuyau qui, lui, est à 65 degrés pour fournir l'eau chaude sanitaire dans chaque immeuble. Donc, dans chaque immeuble, on a 2 échangeurs, un échangeur pour le chauffage plancher chauffant à 40 et un autre pour l'eau chaude sanitaire. Et le 3e tube ramène les eaux qui ont été utilisées vers la chaufferie. Suivant. Alors ça, si vous voulez, c'est une technologie que j'ai développée il y a maintenant 7-8 ans, que nous avons brevetée, qui est donc une technologie où nous faisons du stockage intersaisonnier de chaleur dans le sous-sol en combinant les eaux usées et les sondes géothermiques. C'est-à-dire que quand vous avez des tuyaux d'assainissement qui sont dans une ville, qui sont installés, eh bien ces tuyaux, si vous voulez, ils fonctionnent l'hiver, ils ne fonctionnent pas l'été, les eaux usées passent dessus. Nous avons dit, mais c'est idiot de ne pas utiliser cette chaleur, alors que les sondes, eh bien, on évite de tirer plus de 40 watts par mètre linéaire. Eh bien, si nous chauffions gratuitement ces sondes l'été en réinjectant la chaleur dedans, eh bien, on terminerait l'été avec 22, 23 ou plus de degrés dans le sous-sol. Et au lieu de tirer 40 watts, on va tirer au plus de 60 watts par mètre linéaire dans l'hiver qui suit. Donc, cette technologie-là, nous considérons qu'elle a un très, très bel avenir. Et vous me donnez la suivante, s'il vous plaît. Alors, le stockage dans le sous-sol, on le fait, nous, depuis une 12aine d'années. Vous avez les Godards à Rueil-Malmaison. C'est 18 sondes à 200 mètres de profondeur. À l'époque, on n'était pas autorisé. On a demandé une autorisation spéciale qui nous a été donnée. Nous avons donc réalisé 18 sondes à 200 mètres de profondeur et l'été, nous rechargeons en chaleur ces sondes à partir des planchers
pour faire du géocooling. Et si vous regardez la courbe en bas, où nous faisons, comme vous le voyez ici, nous avons une ligne bleue qui est cachée. Si vous regardez au début, là, vers le 27 août, vous voyez que les températures sont autour de 22-23 degrés, hein, et qu'on arrive au mois d'octobre, on est à peu près encore autour de 20 et quelques degrés. La ligne bleue, elle est cachée derrière le jaune, puisque la ligne bleue, c'est ce qui sort des sondes, et le jaune, c'est ce qui rentre. Voilà. Donc, vous voyez qu'on a constamment un stockage pendant l'été, et puis on a une chute au fur et à mesure de l'utilisation. Et même encore en janvier, on est encore à 10 degrés. Vous voyez? Et là, on tire jusqu'à 60 watts par mètre linéaire en permanence. Suivant, et c'est la dernière. Depuis 10h30, ça tombe bien. Alors, plus loin, encore, suivante. Suivante. Voilà, ça c'est ma dernière. Ceci pour rappeler aux élus qu'en fait, ils ont un réseau de chaleur sous leurs pieds qu'ils ne connaissent malheureusement pas suffisamment. C'est leur réseau d'assainissement. Et que dans un réseau d'assainissement, on peut à la fois injecter de la chaleur perdue et la récupérer un peu plus loin. On parlait de data center. Quand on n'a pas d'utilisateur à proximité, on peut très bien remonter la température des eaux usées pour transporter cette chaleur un peu plus bas, pour la réutiliser 100, 200, 1 km, 2 km plus bas. Donc, dans une ville, vous avez des réseaux de chaleur ponctuels qui peuvent être réalisés, mais le meilleur réseau de chaleur, celui qui est présent partout et quasiment gratuit, eh bien, c'est le réseau d'assainissement. Merci. Merci à vous, monsieur Saunier. Je trouve toutes ces interventions absolument passionnantes et qui montrent le potentiel que l'on a. Bon, comme vous le venez de le dire, la chaleur est sous nos pieds. La question que j'ai envie de vous poser à l'ensemble des intervenants, c'est finalement, pourquoi ça ne se développe pas plus que ça? Alors, est-ce que c'est une question d'investissement? Quels sont les facteurs limitants finalement et qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui comme facteurs limitants qui se résorbent pour pouvoir développer toutes ces différentes solutions de géothermie? Je ne sais pas qui veut... Vous me permettez d'intervenir et je vais vous quitter après. Hein, oui. Écoutez, nous, on a, comme vous l'avez vu, une quinzaine d'années de recul sur le sujet, donc on a vécu tous ces problèmes. Eh bien, je vais vous dire, le premier problème, c'est le TRI, le temps de retour sur investissement. Comme tout était comparé par rapport au prix du gaz, c'est-à-dire l'énergie la moins chère, eh bien, quand vous avez des TRI qui sont calculés par rapport au gaz et qu'on vous annonce 12 à 15 ans, vous n'allez pas motiver un industriel, un privé pour ça. Certainement pas, sauf s'il y a du réglementaire. Aujourd'hui, ce qui a changé, c'est le réglementaire. Parce que le réglementaire fait qu'on ne peut plus utiliser du gaz dans les bâtiments neufs et qu'il faut trouver des alternatives. Et ces alternatives sont peu nombreuses et la géothermie en est une avec l'aérothermie. Mais l'aérothermie, c'est bruyant. En ville, on ne peut pas la mettre. Pas raisonnable. Donc, il reste la géothermie sur nappe, la géothermie sur sonde et la géothermie eau usée. Voilà. Donc, on est dans la bonne direction et nous sommes convaincus que les choses sont en train de bouger quand on voit l'intérêt que nous suscitons avec tous les intervenants. Les grands de l'immobilier nous contactent pour nous demander comment peut-on faire, est-ce qu'on peut comparer vos solutions. Les grands institutionnels nous contactent, les grandes communautés de communes en région parisienne. Nous planchons demain après-midi devant une des plus importantes de la région parisienne. On voit bien qu'aujourd'hui les choses ont changé, on est dans la bonne direction. Donc on est très optimiste. Très bien, merci. Est-ce que Valérie ou Olivier, vous voulez rajouter un mot là-dessus, sur cette question? Pardon. Oui, effectivement, c'est ce qui a été dit. La géothermie, il y a un peu un alignement de planètes aussi en ce moment, la hausse du coût des énergies, une réglementation ambitieuse qui permet de pousser à l'action et puis aussi des actions de volonté de développer la géothermie de par le ministère de la Transition écologique. Donc, voilà, il y a un fonds chaleur dédié. Effectivement, c'est une solution qui apparaît aujourd'hui et peut-être un peu moins avant, hein, alors que, comme je disais, c'est vieux comme le monde, opportune techniquement et surtout économiquement.
et qu'il était peut-être un peu moins avant. Olivier, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, bonjour. Je reprends la parole après Olivier Loire qui a dû s'absenter pour la fin de la réunion. Je suis Julie Loire, une ingénieure chez G Développement. Très bien. Pour vous répondre sur ce point, oui, en fait, là, nous, on observe quand même une progression de la géothermie d'année en année et surtout particulièrement cette année. D'accord. En effet, le temps de retour sur investissement est un élément clé dans la prise de décision. Mais on voit également de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui sont sensibles à leur environnement et qui sont portés par cet engouement de préserver notre environnement et qui se dirigent vers cette énergie. Et voilà, après, au niveau des difficultés à mettre en œuvre, c'est sûr que c'est des solutions qui sont qui demandent plus de temps, plus de préparation et plus d'études à mettre en œuvre que de s'orienter vers un raccordement gaz plus classique. Voilà, c'est du temps préalable en préparation, en réflexion en amont des projets neufs, mais qui peut aussi s'adapter sur des projets, des bâtiments existants. Très bien. Estelle, je vois que vous avez répondu par écrit, mais je vous laisse la parole. Et en fait, ce que je voulais aussi vous demander, c'est que le TRI que vous indiquiez, entre 8 et 13 ans, peut-être que c'était justement avec des prix de l'énergie d'il y a encore 1 an et demi, 2 ans, mais peut-être pas ceux d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les TRI sont plus bas, non? Allô? Oui, Estelle, allez-y. Alors aujourd'hui, les TRI 8 à 13 ans, c'est ce qui a été calculé au national sur le guide Paris en 2019. C'est assez difficile, c'est vraiment très difficile à calculer les TRI, parce qu'en gros, Oui, c'est au cas par cas, oui. c'est vraiment au cas par cas et on n'a pas les données pour pouvoir le faire. Donc, Enfin, 2019, c'était avant la crise, quoi, c'est ça. C'était avant la C'est l'idée. C'était avant la crise. Après, moi, je vous dirais, on reste même avec le changement du coût des énergies, comme on a quand même une part d'électricité pour faire tourner les pompes à chaleur, on reste sur des TRI qui sont de l'ordre de une dizaine d'années. Donc ça reste hyper intéressant puisqu'une pompe à chaleur a aujourd'hui une durée de vie qui est de 30 ans. Donc on est quand même capable de la rentabiliser 3 fois dans la durée de vie, donc c'est intéressant. Après effectivement, comme je le disais à l'écrit, le problème c'est qu'un tri même qui est, de notre point de vue, assez court, donc une dizaine d'années, c'est très, très bien. C'est toujours plus long qu'un mandat politique. Donc forcément, côté collectivité, ça bloquait un peu puisque c'est quelque chose qui est difficilement valorisable dans le cadre d'un mandat. Le problème aussi, c'est que même si nous, on voit ça comme un avantage, une géothermie sera invisible, le problème, c'est que pour toute le côté collectivité, c'est invisible. Donc très difficile de se faire briller, alors que un panneau solaire, ça se voit, une éolienne, ça se voit, donc on peut dire: «Voilà, c'est moi qui ai fait ce projet». En géothermie, c'est compliqué. Donc en fait, on a en place pas mal d'outils pour valoriser la géothermie. Donc on a des exemples d'écoles où voilà, ils ont demandé à mettre en place des panneaux et comme ça, en temps réel, on voit la consommation réelle, les économies réelles. Je sais que c'est le cas à Valenciennes où justement l'installation de la mairie est sur eau usée, où là, ils ont une maquette dans le hall de la mairie avec un compteur, il me semble, un compteur de calories et un compteur en termes de CO2 et en euros, qui permet de montrer quelque chose. Donc en fait, c'est vraiment, on retombe quand même dans la partie, donc d'un côté, ce TRI long peut faire peur parce qu'on se rend pas compte que, au bout de 10 ans, ça devient extrêmement intéressant. Industriels et politiques avaient du mal à se projeter. Les industriels parce que, ils savent pas s'ils seront encore là demain, les politiques parce qu'ils savent qu'ils seront plus là demain. Et après, c'est aussi un problème de connaissance. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle aux gens de géothermie, on se rend compte qu'il y a encore trop de gens qui ne savent pas ce que c'est, qui savent pas comment ça marche, qui vont se laisser séduire par, des solutions clés en main où en fait les personnes en face ne savent même pas ce que c'est de la géothermie et on leur vend de la géothermie. Si on a des contre-exemples, le problème c'est que les contre-exemples font plus de bouche à oreille que les bons exemples. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est aussi beaucoup un problème de communication et qu'il faut, qu'il y ait de plus en plus de gens formés qui soient capables d'en parler, et des webinaires comme aujourd'hui, c'est très, très important. Et pour vous donner une idée, en fait, quand moi je suis arrivée en 2016, on était à peu près un projet qui était déposé par an, au niveau de l'ADEME. Donc c'était vraiment très, très peu. Et aujourd'hui, enfin voilà, à moitié de l'année, on a déjà plus de 20 dossiers qui sont déposés et ça, c'est que ceux qui vont demander une subvention. Donc c'est ceux qui sont sous le radar de l'ADEME. Donc en fait, on se retrouve, le fait d'avoir des animations en place, d'avoir de plus en plus de webinaires, de plus en plus de communication, de plus en plus d'ouvrages, c'est aussi ça, c'est
faut communiquer dessus. Et c'est juste que je pense que c'est un problème, c'est pas assez connu. Oui. Alors c'est le but des webinaires des webinaires qu'on vient de faire. Et moi, certainement qu'on vous recontactera aussi pour vous ouvrir nos colonnes de la newsletter, parce que je pense que ces solutions sont à faire connaître davantage. Alors, je vous remercie tous pour vos interventions. Je voudrais pas qu'on dépasse trop le temps. On est déjà 10 minutes de retard. Et je voulais juste faire une annonce. Vous verrez passer un événement qui va avoir lieu le 6 juin à Euratechnologies, qui s'appelle Je décarbone. Vous savez que le CSF-NSE a mis en place, donc Comité stratégique de filière, nouveau système énergétique, a mis en place une plateforme qui s'appelle Je décarbone, qui met en relation les donneurs d'ordre avec des solutions de décarbonation. Donc, ça intéresse les entreprises. Et donc, cette plateforme se régionalise à travers des événements dans chaque région. Et donc, dans les Hauts-de-France, aura lieu le 6 juin. Donc, on invite toutes les PME, les ETI à se joindre à cet événement qui va durer la journée, qui permettra des mises en relation. Il y aura des rencontres B2B avec des offreurs de solutions pour que bien ceux qui se décarbonent, ce ne soient pas simplement les Arcelor ou les Dillinger ou etc., les grosses énergivores, mais aussi les PME, les ETI de notre région. Voilà, donc retenez cette date du 6 juin. Vous en entendrez parler un peu plus dans les jours qui viennent. Je vous remercie tous pour votre attention et pour vos interventions. Et puis, je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir.